Quand notre représentation de l'amour nous fait aller dans des relations déséquilibrées. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour vous parler justement de l'impact, de l'influence, des croyances, de la représentation. C'est lié évidemment, la représentation elle passe aussi par les croyances, évidemment de l'enfance puisque ce qui crée la représentation c'est l'expérience et ce qui est l'expérience la plus maîtresse, c'est celle de l'enfance, donc on reverra dans cette vidéo. Et donc l'impact de cette représentation de l'amour dans nos choix amoureux, dans nos choix de partenaires, et du coup aussi dans ce qu'on répète et dans les schémas dans lesquels on est. Parce que ce qui fait qu'on répète un schéma, c'est aussi nos croyances, c'est nos attentes, et tout ça, ce sont des sujets qui sont liés. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, praticienne en hypnose directive hellmanienne et également en constellation familiale et en reprogrammation neuronale profonde. Et depuis 2020, je vous accompagne à renforcer votre estime de vous-même et votre sécurité émotionnelle pour que vous soyez libre d'être dans des relations sereines, saines, durables et équilibrées, et que vous soyez des femmes beaucoup plus confiantes et beaucoup plus conscientes aussi de toutes leurs ressources et de toutes leurs qualités. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant. Pareil pour celles qui nous écoutent via le podcast sur Spotify, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes le soir à 18h en semaine. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des mécanismes de dépendance en amour ». Et c'est une formation justement qui vous apprend qu'est-ce qui est à comprendre, qu'est-ce qui est à mettre en place pour sortir de ces schémas-là avec une surprise à la fin de la formation. Donc que je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Donc pour télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de l'épisode et à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé, à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Pour vous parler justement de ce sujet-là, évidemment je vais vous expliquer les bases à comprendre sur ce qui crée en fait nos croyances, nos attentes, nos représentations des relations. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est de condenser en fait plusieurs histoires d'accompagnement, d'une part pour respecter la confidentialité des personnes que j'accompagne et d'autre part parce que le fait de créer comme ça une sorte de métaphore ou d'analogie avec une personne que j'ai pu accompagner, condensée du coup de plusieurs personnes, vous permet de mieux comprendre dans les faits comment est-ce que ça peut se passer. Donc moi j'avais par exemple envie de parler en condensant plusieurs histoires, on va dire d'une femme qu'on va appeler Myriam. Et donc Myriam, quand je l'accompagne, c'est une personne qui, quand elle est en couple et même quand ça ne fonctionne pas, elle reste plusieurs années avec la personne parce qu'elle a peur d'être abandonnée, parce que quand elle était petite, elle a vécu plusieurs abandons qui ont été très souffrants pour elle et très destructurants pour son estime d'elle-même, même si paradoxalement, elle a très bien réussi professionnellement. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi, parce qu'en fait, c'est un mécanisme de protection, et ça veut bien dire que les femmes ont plein de ressources, d'avoir vécu parfois des blessures importantes au niveau de l'estime de soi, même si on n'arrive pas forcément à bien vivre notre vie amoureuse, mais en même temps de s'être battu et d'avoir réussi au niveau professionnel, parce que finalement les mécanismes de défense qu'on a employés dans nos relations nous ont servi à un autre niveau, mais ça c'est juste une parenthèse. Et donc elle a peur de l'abandon, et du coup, même quand elle est quittée, parce que du coup c'est jamais elle qui quitte vraiment, quand elle est quittée, elle ne coupe jamais les liens avec ses ex, parce que pour elle, c'est justement abandonner la personne. Et en même temps, paradoxalement, elle a ce paradoxe en elle qui fait qu'elle a des attentes élevées en termes de partenaires qu'elle attend, et particulièrement des attentes en se disant de toute façon aucun homme ne pourrait y répondre. Je peux pas vraiment être aimée parce que je suis tout le temps trop ceci, tout le temps trop cela, donc elle se dévalorise. Donc finalement, elle a des attentes élevées que personne ne peut jamais remplir.
en s'imaginant finalement que le seul homme qui pourrait remplir ces attentes-là serait un homme parfait finalement. Et en même temps, dans les faits, quand elle rencontre un homme qu'elle admire, et plus particulièrement généralement un homme qui n'est pas accessible pour elle et qui ne la voit pas, donc qui ne la choisit pas pour ce qu'elle est, qui ne la voit pas pour qui elle est, euh, et qui n'est pas incroyable d'ailleurs, mais que elle admire, donc elle lui confère des qualités qu'il n'a pas, mais qu'elle s'imagine qu'il a parce qu'elle veut bien y croire, et bien elle le met sur un piédestal, et là elle finit par se sacrifier en retournant dans ce même mécanisme de peur de l'abandon. Et c'est intéressant justement de comprendre comment justement dans ce type de situation, ce sont beaucoup nos croyances qui vont dicter en fait les hommes vers qui on va aller, et comment ces croyances-là, ces mêmes croyances-là qui à la base sont générées pour créer de la cohérence avec justement nos expériences du passé, on reviendra ensuite sur l'enfance, bah finalement créent de l'incohérence plus qu'autre chose et nous empêchent d'atteindre notre objectif. Donc déjà, avant de parler justement de l'impact des croyances, il faut déjà comprendre d'où viennent ces croyances-là, comment elles sont créées, et pourquoi est-ce que je fais constamment le lien avec l'enfance dans mes vidéos. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça on le voit tout le temps en psychologie clinique, c'est la première chose qu'on apprend, ce qui nous forme, c'est l'enfance. On est formé par notre enfance. On peut changer, on peut énormément changer. Surtout que dans cette société aujourd'hui, on a plein d'outils, on a accès à ces outils-là. Mais je pense dire que beaucoup de quêtes, si ce n'est toutes les quêtes qu'on vit dans notre vie, en tant qu'adulte, bah en fait, ce sont les quêtes de l'enfant blessé qu'on a été. Alors, il y a des personnes qui ont été dans des familles très bien, mais même dans des familles très bien, on en retient des croyances, parfois utiles, parfois pas utiles. Mais on est quand même formaté par cette enfance-là, de par la place qu'on a eue dans la fratrie, de par la présence de la mère, du père, du rôle que chacun a pris, parce que des fois aussi il y a des mères qui finalement ont plus un comportement castrateur qu'autre chose, des pères qui sont absents, ou inversement, euh, des rôles qu'on nous a conférés qui n'étaient pas forcément les nôtres, comme par exemple le fait de s'occuper de la fratrie alors que c'était pas notre rôle, ou le fait de protéger tout le monde, ou le fait de protéger des personnes de notre famille qui nous ont fait du mal pour continuer à être aimés, ou pour continuer à être aimés par d'autres personnes qui, si on ne protégeait pas l'agresseur, ne nous aurait plus aimés parce qu'elle-même avait un problème avec ça. Enfin, vous imaginez bien que dans la famille, il y a tellement d'intrications à la fois systémiques et psychologiques qui font que c'est le premier terreau en fait. C'est le premier terreau. C'est le premier terreau et en même temps c'est le terreau le plus important parce qu'on vient de là, c'est notre terre, c'est de là d'où on vient. On est issu d'une famille, on est issu d'un système qui est là depuis des générations et notre sang, notre chair, tout vient de cette famille-là. Et même quand on essaye de s'en couper, on reste quand même attaché à ce système. On se construit parfois en opposition à lui ou en protection à lui. Et dans ce mécanisme de protection, parfois il y a des croyances limitantes, souvent même. Parce que des fois, on est obligé d'aller dans l'extrémité de la surprotection de nous-mêmes pour survivre. Et c'est cette même extrémité de surprotection de nous-mêmes qui ensuite nous pose problème. Certes, ça nous fait vivre plein de choses, ça nous fait expérimenter plein de choses, mais c'est toujours en lien avec la famille. Avec justement les figures d'attachement qu'on a eues et avec les normes qu'on a reçues en étant dans cette famille-là. Donc comment est-ce qu'on reconnaît justement les manifestations de mauvaises croyances ou de représentation déséquilibrée de la relation ? Il y a plusieurs mécanismes qu'on peut relever. Il y a par exemple l'idéalisation excessive. Donc par exemple croire que... Ça paraît souvent un peu stupide quand on dit ça, de croire que l'amour doit être parfait. Mais en fait, c'est pas forcément juste ça. Les gens sont pas stupides quand ils idéalisent les autres. Mais en fait, des fois, l'idéalisation excessive, ça peut être par exemple quand on n'a pas eu un parent, ou quand on a perdu un parent, ou quand un parent qu'on a eu n'a pas été présent comme il devait l'être,
ou qu'il nous a fait du mal, c'est en fait développer un idéal de l'amour euh, qui n'est qui n'est pas existant, qui n'est pas représentatif de la réalité pour nous protéger de ce qu'on a vécu. Ça peut être ça aussi. Et idéaliser la relation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans la relation amoureuse, comme c'est une relation qu'on choisit et qui doit remplir certains besoins, il y a aussi cette idée que on se met pas avec n'importe qui, donc on peut choisir notre partenaire. Et donc du coup, on se crée une image de ce qu'on attend et de ce qu'on va choisir inconsciemment, parfois pour certaines personnes, en se disant qu'elles vont choisir ou manifester ou attirer une relation qui devra répondre à tout ce qu'elles ont manqué durant l'enfance. Ce qui peut se comprendre, parce que quand on a été oublié, frappé, abandonné, trahi, rejeté, etc., bah en fait, on peut comprendre que pour une personne qui a eu toutes ces blessures-là, ce soit aidant en fait de se dire bah moi le partenaire que je choisirais, il y aura pas ça, il y aura pas ça, il y aura pas ça, il y aura pas ça. Et encore heureux qu'elle se crée toutes ces croyances-là. Mais poussée à son extrémité, on peut parfois se protéger et s'envelopper dans une idéalisation qui, dans les faits, quand on est en relation, bah, ne correspond pas à une réelle relation. C'est-à-dire que bah, dans une relation, des fois on a des mots plus haut que l'autre, des fois on n'a pas des bons comportements, des fois on n'a pas le comportement qu'on avait au tout début, et donc forcément on va décevoir l'autre dans une relation. Même dans une relation saine, parce qu'on est humain et que nous-mêmes, on a beau aimer notre partenaire, on va être activé par lui dans notre propre histoire et donc on va se renvoyer des choses. Donc ça peut être problématique. Il peut y avoir aussi évidemment les mécanismes d'hyper-indépendance ou de dépendance, qui pour moi sont les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire en fait, on a manqué de sécurité, l'un va devenir très dépendant. Pour exister, il va dépendre de l'approbation et de l'amour de l'autre pour se sentir en lien avec lui. Et l'autre mécanisme, c'est j'ai manqué de sécurité émotionnelle étant enfant, donc mon mécanisme à moi, ça va être d'exister en dehors de la relation. C'est-à-dire que je ne veux pas entendre parler de l'autre, je ne veux pas avoir affaire à lui, je ne veux pas être en lien avec lui, parce que être en lien, c'est dépendre. Et donc du coup, il faut que je trouve un moyen d'être en lien sans être en lien, ce qui est de l'hyper-indépendance et ce qui ne permet pas d'être dans une relation saine. Ça, c'est la peur justement de faire confiance, ça peut être aussi la peur de souffrir. Il va y avoir justement les jeux de pouvoir aussi, la manipulation subtile pour reprendre du pouvoir, le contrôle, la distance émotionnelle pour éviter de se sentir vulnérable, et puis les attentes irréalistes, attendre que l'autre réponde ou comprenne à tous nos besoins, alors que personne ne peut y parvenir. Donc justement, pourquoi est-ce que ces représentations-là, ces croyances issues de notre propre terreau sont problématiques? Parce que du coup, on n'a pas la bonne communication. En pensant se protéger, en pensant être dans notre vérité, on va pas avoir une bonne communication envers l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, on va lui reprocher des choses ou ne pas lui dire certaines choses avec authenticité et justesse, parce qu'en fait, nos attentes envers lui ne sont pas équilibrées. Donc du coup, ça fausse notre manière d'être en relation. Ça va justement nous emmener vers des choix de partenaires inadéquats, des personnes qui vont confirmer par exemple nos croyances limitantes, des personnes qui ne seront pas présentes émotionnellement, des personnes qui vont dépendre de nous ou nous manipuler parce que justement on a une croyance de l'amour qui nous pousse à croire qu'on a besoin d'un tel type de partenaire pour se sentir aimé ou pour avoir du pouvoir sur lui aussi. Et en fait, on va généralement, ce mécanisme-là, il va se voir très clairement, c'est-à-dire qu'en fait, le partenaire qu'on va choisir ou qu'on va rencontrer, qui correspond à la même chose, parce que même des fois, sans vraiment le choisir, inconsciemment, en fait, on répète ce qu'on croit, ça c'est psychologique. En fait, il va totalement correspondre à nos croyances, que ce soit nos croyances positives ou nos croyances négatives. Et parfois, en ayant même un partenaire malsain, ça permet aussi de valider ce qu'on pensait sur les hommes ou ce qu'on pensait sur l'amour. Et donc c'est comme ça que le mécanisme de répétition se maintient. Donc là où ça va être utile justement de travailler justement en thérapie ou avec des outils thérapeutiques, si vous parvenez à le faire seul, c'est très bien, mais c'est très compliqué et ça peut prendre beaucoup de temps de le faire seul parce que ça demande à la fois d'être juge et partie, c'est-à-dire que je suis partie de
tout mon mécanisme de représentation cognitive, c'est-à-dire que j'en fais partie, c'est le mien, je suis dedans, je suis dans le terreau, et en même temps ça me demande d'être à l'extérieur et donc de pouvoir développer une pensée critique par rapport à ça, alors même que ça donne du sens en fait à ce qu'on pense être vrai. Donc c'est pas un mécanisme facile, mais ça va justement demander de reprogrammer ces croyances-là, donc de prendre de la distance, de les reconsidérer, de voir en quoi est-ce qu'elles peuvent être limitantes et en quoi justement elles sont parfois absurdes, parce que justement elles sont pas toujours vraies, parce qu'elles ne nous appartiennent pas, parce qu'elles ne nous font pas avoir les bons comportements, parce que justement il y a peut-être des nuances qu'on n'a pas vues aussi en alimentant ces croyances-là durant plusieurs années. Et enfin de les reconsidérer, c'est-à-dire de pouvoir se dire ok, comment est-ce que je peux les remettre en question et adopter un autre schéma de pensée qui soit plus objectif. Et ça c'est un travail qui est vraiment pas évident et que on peut faire, ce qui est le plus efficace, c'est de le travailler en programmation neurolinguistique, parce qu'en programmation neurolinguistique et d'ailleurs en DNR, donc en Deep Neural Repatterning, tout ce qui va être le travail sur les mouvements oculaires, la stimulation bilatérale oculaire et la localisation en fait des croyances pour délocaliser la présence de certaines croyances et renforcer d'autres croyances. Ça on peut le faire que en présentiel, mais la PNL on peut la faire en distanciel, ça fonctionne très bien. Avec ces outils-là, on va travailler justement sur les représentations cognitives, donc en fait les croyances. Déjà parce que le travail thérapeutique que vous allez faire va vous permettre de prendre ce recul nécessaire, et deuxièmement parce que les protocoles de PNL qui sont proposés permettent justement cette prise de recul et le renforcement de croyances plus ressourçantes. Et ensuite, ce qui va être important, c'est avec le praticien avec qui vous allez travailler, de bien choisir quelqu'un qui est spécialisé dans les mécaniques de l'attachement, dans les relations amoureuses, pour pouvoir du coup aussi faire un travail sur vos attentes vis-à-vis de l'être aimé, pour que vous ayez des attentes plus justes, plus équilibrées, et justement adopter une posture qui est plus équilibrée dans les relations. Donc pouvoir mieux communiquer, pouvoir aussi ouvrir son cœur, pouvoir en même temps se protéger de la bonne manière en fonction de votre histoire personnelle et en fonction de ce qui doit être changé. C'est ce qui va vous permettre justement de revenir à une vision plus réaliste, plus équilibrée et plus saine de l'amour. Donc voilà ce qui est à travailler, ce qu'on peut travailler évidemment en thérapie brève également, avec les outils que je viens de vous présenter. Et d'ailleurs, si vous souhaitez faire ce chemin-là en 2025 avec moi, je serais ravie de pouvoir vous accompagner dans ce cheminement vers un amour plus sain de vous-même et de l'autre. Et pour ce faire, la première étape avant d'être accompagnée, c'est de faire un appel thérapeutique offert avec moi. Donc c'est un appel de 30 minutes dans lequel on va faire ensemble le point sur votre situation actuelle, sur votre objectif de changement. Et j'en profiterai également pour vous expliquer comment est-ce que je travaille et si on peut travailler ensemble. Donc pour pouvoir justement faire cet appel, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode et de choisir le créneau qui vous correspond en répondant aux questions du formulaire. Voilà. Pour terminer, je vous invite à liker la vidéo avec un pouce, d'évaluer le podcast de 5 étoiles et de me laisser un commentaire ou une question si vous en avez pour aller plus loin dans la compréhension de cet épisode-là. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Et je pense que c'est déjà pas mal. Vous avez mes identifiants qui sont affichés sur la vidéo et mes liens pour me rejoindre dans la description de l'épisode. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode. Au revoir et prenez soin de vous.